Bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième conférence de l'OPES, du réseau périnatologie et du GRIP. Donc, on a lancé une série de conférences tout récemment là, sur COVID, enfants et périnatalité, étant donné que c'est un sujet important ces temps-ci et on voulait permettre à la communauté scientifique et des chercheurs en général, en santé, en éducation, d'avoir accès aux dernières recherches sur le sujet ou les recherches qui sont en train de se préparer là, pour être des grandes sources d'informations pour l'impact de la pandémie sur le développement des enfants. Donc, moi, je suis Sylvana Côté, je dirige l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants. Et aujourd'hui, je suis très, très, très heureuse que Annick Bérard ait accepté de venir présenter. Donc, Annick est une épidémiologiste. Elle a une formation de McGill, puis elle a fait une formation postdoctorale à Harvard. Elle dirige plusieurs choses. Elle a une chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les médicaments et la grossesse. Elle est directrice de l'unité de recherche sur les médicaments et la grossesse du CHU Sainte-Justine. Et puis, vous savez, on s'attend des chercheurs à ce qu'ils aient des effets structurants. En termes d'effets structurants, je pense qu'Annick Bérard est vraiment un modèle incroyable. Elle a lancé plusieurs études longitudinales, dont celle qu'elle va nous présenter aujourd'hui, qu'elle a réussi à monter de façon extrêmement impressionnante et efficace en plein quand la pandémie a frappé. Elle a rassemblé des acteurs clés, puis elle a mis en place la cohorte conception. Et là, j'aimerais vous prendre 2 minutes de votre temps pour vous expliquer pourquoi cette cohorte va être si importante pour comprendre l'impact de la pandémie sur les générations futures. Alors, je vais partager mon écran juste 1 minute pour vous montrer cette diapo. William, vous voyez ma diapo? Oui, on le voit bien. Et là, je vais la mettre en plein écran. Dis-moi si elle est en plein écran. Ça va prendre une seconde de plus. On voit l'écran de présentation des diapos suivantes. Là, c'est bon? Là c'est bon. OK. Alors, cette étude, cette figure vient d'une recension des écrits de type méta-analyse fait par une centaine d'auteurs qui a été publiée dans l'ANSET en 2021 et qui calcule l'impact de la pandémie sur les Disability Adjusted Life Years, donc les DALYs. Donc, l'impact de la pandémie sur les handicaps, en quelque sorte, dans la population, partout dans le monde. Et là, avant que je vous donne un peu ce que je veux, avant que je vous présente ce que je veux repérer sur cette figure-là, j'aimerais que vous réfléchissiez. Pensez-vous que ce sont les hommes ou les femmes qui ont été les plus impactés par la pandémie? Ou pensez-vous que ce sont les enfants, les adolescents ou les personnes âgées qui ont été les plus impactées par la pandémie? Alors, la réponse, elle est sur cette diapo d'après cette méta-analyse-là. Et on voit que en termes d'anxiété et de dépression, les femmes en âge d'avoir des enfants, donc les femmes qui ont entre 20 ans et 40 ans, disons, avaient déjà des taux de dépression et d'anxiété quand même assez élevés, mais que ce qui a été ajouté pour cette population en termes d'impact de la pandémie est très, très important. C'est les femmes qui sont en âge d'avoir des enfants qui ont le plus souffert de la pandémie en fonction de cette mesure de DALYs. Mais les enfants ici que j'ai encadrés parce que c'est la préoccupation de plusieurs d'entre nous, mais on voit bien que les femmes ont passablement souffert. Et donc, l'étude que va nous présenter Annick va nous permettre de voir jusqu'à quel point les impacts sont là dans une population canadienne et nous permettre également de préparer une reprise pour cette population qui est si importante pour la santé future des enfants canadiens. Alors, merci beaucoup, Annick, de venir nous parler de la cohorte conception, et puis c'est à toi. Alors, merci beaucoup, Sylvana. Je remercie également l'OPES pour cette invitation-là. Je vais partager mon écran.
Et vous allez me dire si ça fonctionne. Tout le monde voit la diapo en plein écran, j'imagine, maintenant. Ça fonctionne bien. Oui. Parfait. Alors, un grand merci encore pour l'invitation. L'étude conception a été vraiment mise sur pied en plein début de pandémie, à temps plein, temps sur plein. L'étude, elle est internationale. Elle inclut comme co-auteur plusieurs personnes de Sainte-Justine, mais d'ailleurs au Québec, d'autres institutions, CHU Mère-Enfant, et partout au Canada et à l'international. Évidemment, on a un temps limité aujourd'hui, puis de toute façon, l'étude est toujours, on recrute tout le temps. Alors, c'est une étude qui, à la base, avait un but spécifique, un début et une fin spécifique. Mais maintenant, étant donné l'ampleur de la pandémie, l'ampleur de l'impact chez la femme enceinte, mais aussi par la suite chez la maman, chez l'enfant, je pense que, et aussi on vient d'avoir de belles nouvelles des IRSC, alors je pense que c'est une cohorte qui va rester pendant assez longtemps, puis on va être capable de vraiment regarder l'impact de cette pandémie-là, indépendamment du fait qu'il y a un diagnostic COVID ou non, sur les générations à venir. Alors, pour aujourd'hui, je vais vraiment séparer la présentation en 3 portions. La première, c'est vraiment regarder à la santé mentale. La deuxième, on regardera tout ce qui est impact de la pandémie et du diagnostic COVID-19 sur les issues périnataux. Les issues périnatales. Et ensuite, la troisième partie, on regardera la vaccination. Comment elle est acceptée, cette vaccination-là, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter la prévalence de vaccination chez la femme enceinte. Alors, on va y aller. Quoique l'étude, c'est une étude internationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, la présentation aujourd'hui va vraiment focuser sur notre cohorte canadienne parce que, bon, je pense que c'était plus pertinent de présenter ça aujourd'hui. Alors, cette étude-là, la première portion sur la santé mentale est soumise pour publication, mais est disponible sur, vous savez, maintenant, avec la COVID, il y a de plus en plus de plateformes où on peut vraiment mettre les articles non peer-reviewed en circulation. Alors, l'étude, cette première partie-là, c'est la phase 1 et en circulation présentement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi on a mis ça sur pied, la pandémie, bon, c'était du jamais vu, évidemment. Et puis, il faut se remettre, là, en mars 2020, c'était un peu stressant, c'était très anxiogène, on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Et on avait quand même des avis de santé publique qui étaient à tous les jours. Alors, tout le monde était collé à leur téléviseur à chaque jour vers 1h. Je ne me rappelle même plus à quelle heure était maintenant. Mais, et c'était continu, mais souvent, il y avait des avis de santé publique qui pouvaient différer entre les provinces au Canada, des politiques hospitalières pour l'accouchement qui différaient aussi d'un hôpital à l'autre. Et tout ça mis ensemble, de manière générale, c'était très anxiogène, mais c'était d'autant plus anxiogène et stressant pour des populations que j'appelle plus vulnérables. Ça ne veut pas dire que la femme enceinte est vulnérable, mais c'est sûr que le 9 mois de grossesse, c'est une période charnière dans la vie d'une femme. Et puis, bon, tout cet impact-là de la pandémie pouvait être encore plus marqué dans cette sous-population-là. Alors, on a dit, avec toute l'équipe de recherche, on s'est mis vraiment à travailler à temps plein là-dessus. Très rapidement, après le début de la pandémie, du moins au Québec, là, où tout était fermé, on était tous à la maison, là, et l'étude vraiment a commencé assez rapidement. Le but premier de l'étude conception était vraiment de regarder l'impact de la pandémie, pas tout le monde qui avait le diagnostic ou était infecté, mais tout le monde passait à travers la pandémie. Alors, le but premier était de regarder l'impact de toutes ces mesures-là qui étaient très restrictives et inhabituelles sur la santé mentale de la femme enceinte.
Alors, comment on s'est pris pour faire ça? On devait faire vite, hein, parce que, bon, je veux dire, le temps, time was money, là. Quoi, c'était pas vraiment le cas au début, là, mais on devait faire très vite pour aller chercher nos femmes enceintes. Alors, on a tout mis en place. On a eu un support exceptionnel du comité d'éthique de Sainte-Justine, vraiment fantastique, et l'étude a pu débuter le 26 juin 2020. Le recrutement est toujours en cours parce qu'on peut juste penser qu'il y a des nouvelles questions de recherche qui s'ajoutent au fil du temps. Alors, pour être admissible à la cohorte conception, les femmes devaient soit être enceintes au moment du recrutement ou avoir accouché après le 13 mars 2020, qui était vraiment la date de fermeture au Québec. C'est vrai que ça variait d'une province à l'autre et même d'un pays à l'autre, mais on s'était mis une date précise qui était le 13 mars. C'était plus simple pour aller faire le recrutement. Les femmes devaient avoir plus de 18 ans, être capables de lire, de comprendre l'anglais, le français, le portugais, l'espagnol et le mandarin. Alors, c'est vrai que l'étude est internationale, mais on avait ciblé quand même des populations, des pays où on voulait avoir un recrutement plus ciblé, le Canada en étant un, mais il y avait également la Chine, le Brésil, la France et l'Espagne. C'est pour ça on a vraiment traduit tous nos questionnaires, tous nos outils dans toutes ces langues-là. Le consentement, la collecte de données se faisait au début, du moins pour le recrutement et à 2 mois postpartum, électroniquement, et tout ça a été fait sur SurveyMonkey. Alors ça, c'était une chose d'aller chercher le consentement, d'aller collecter l'information, mais on devait aller rejoindre rapidement nos femmes. Et comment le faire le plus rapidement, c'est vraiment d'utiliser nos médias sociaux, qui a toujours des limites. Hein. Il n'y a jamais de méthodologie parfaite en recherche, mais à ce moment-là, les médias sociaux nous semblaient la meilleure méthode d'aller rejoindre le plus de femmes possible, le plus rapidement possible, et ça s'est avéré très vrai. Alors, on a fait vraiment des campagnes ciblées. J'avais mis dans ma présentation le petit vidéo là, qui circule encore sur les médias sociaux. Je l'ai enlevé ce matin, je pensais que ça prenait trop de temps, mais peu importe, on a vraiment utilisé plusieurs méthodes sur toutes les plateformes de médias sociaux pour aller chercher le plus de femmes possible. On a aussi fait beaucoup de reach au niveau de communication au niveau de la presse. On a fait comme un kick-off au mois de juillet 2020, mais on en aura fait un autre à l'automne 2020 et encore au printemps 2021, et on s'apprête à en faire un autre là, pour notre follow-up de 18 mois. Ça marche très, très bien. Là. Alors, on a de belles collaborations aussi avec les départements de communication dans tous les hôpitaux impliqués, du moins au niveau du Canada. On a fait également un recrutement dans les départements d'obstétrique gynéco ici à Sainte-Justine, mais à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On avait des posters, essayer de faire connaître l'étude, et on avait des codes QR, encore une fois, pour essayer de faciliter l'accès au consentement et aux questionnaires et instruments de mesure. Et finalement, on a fait un recrutement en personne Zoom, au dispensaire diététique de Montréal, parce que on voulait vraiment inclure cette population-là de femmes nouvelles arrivantes immigrantes. Alors, toute l'information qu'on récolte est non anonymisée. Alors, on est capable de rejoindre nos femmes et parce que, bon, on collecte de l'information durant la grossesse à 2 mois postpartum et maintenant à 18 mois. Et de manière, alors ça c'est activement, là, on va aller collecter l'information, mais de manière plus passive, on a demandé un consentement également à nos femmes, notre communauté conception, pour faire un jumelage des données conception aux données des grandes banques de données comme la RAMQ, le M3S, même les données de l'éducation. Pourquoi? Parce qu'on peut vraiment avoir un suivi que j'appelle un peu plus passif, mais plus à long terme sur la maman, sur la femme enceinte et sur l'enfant, certainement, d'où l'importance de l'observatoire que dirige Sylvana.
Alors, c'est un peu chargé, mais quand même, bon, en haut, dans la diapo, c'est lorsqu'on recrute une femme qui est enceinte et en bas, c'est une femme qui a accouché après le 13 mars. Alors, à la période de recrutement, bon, premièrement, on ne limitait pas le recrutement à certains trimestres de grossesse. Alors, les femmes étaient recrutées au premier, au deuxième ou au troisième trimestre. Il n'y avait pas de souci là-dedans. Mais au moment du recrutement, on récoltait de l'information sociodémographique, beaucoup d'informations sur l'historique de grossesse, sur les comorbidités, l'utilisation de médicaments, incluant les médicaments en vente libre. On récoltait beaucoup d'informations, surtout si c'était COVID. Alors ici, on a les tests, les résultats de tests, la sévérité des symptômes, mais on allait beaucoup plus en profondeur. On récoltait beaucoup d'informations au niveau de la famille, du télétravail, le fait que les enfants étaient à la maison. Est-ce que la famille élargie avait eu un diagnostic de COVID? Alors, un peu vraiment avoir une idée de tout ce qui se passait au niveau du COVID. Et notre collaboratrice, co-investigatrice sur l'étude, Suzanne King, a développé vraiment un outil pour mesurer l'impact de la COVID spécifiquement chez la femme enceinte. J'y toucherai pas à ça aujourd'hui parce que, bon, il manque un peu de temps, mais certainement, c'est une nouveauté à l'intérieur de l'étude. Et évidemment, on récoltait de l'information sur la santé mentale, alors dépression, anxiété et stress. Alors ça, c'était au baseline durant la grossesse et à 2 mois postpartum, on recontactait nos mamans et on allait chercher à peu près toute la même information, mais également, on allait chercher de l'information sur l'accouchement, sur les comorbidités là, tout au long de la grossesse, l'accouchement et sur l'enfant. Et également, encore une fois, sur la santé mentale. Pour celles qui étaient recrutées, alors ça, c'est en bas de la diapo, là, celles qui étaient recrutées et qu'elle avait déjà accouché, là. Alors, on avait un questionnaire, bon, je devrais dire le questionnaire des femmes qui étaient enceintes, ça prenait à peu près 30 minutes durant et à peu près 20-25 minutes à 2 mois postpartum. Alors, les femmes, vraiment notre communauté conception, comme je l'appelle, parce qu'on est en train de développer un site web où elles vont pouvoir se rejoindre. On voudrait vraiment avoir, on parle beaucoup de patients partenaires, puis je pense que l'étude conception se porte bien à ça. Puis l'été passé, on avait un jeune étudiant là, qui est venu avec nous faire un stage et il a développé un site Internet. Il reste encore beaucoup de choses à faire là-dessus, mais je veux dire, c'est le but ultime de créer avec le site Internet notre communauté de patients partenaires conception. Alors, c'est juste pour vous dire que ces femmes-là, là, elles ont beaucoup de données pour l'étude. Alors, il faut trouver moyen de les récompenser et de les impliquer aussi dans les questions de recherche à venir. Alors, pour celles qui avaient déjà accouché, c'était un questionnaire qui est un peu plus long, honnêtement, à peu 35-40 minutes, mais qui combinait à toute fin pratique le questionnaire baseline et le questionnaire de 2 mois des femmes déjà enceintes, qui étaient enceintes au recrutement. Alors, présentement, on a un petit peu moins de 6000 femmes qui ont, d'une manière ou d'une autre, qui sont arrivées sur notre page d'accueil de l'étude de conception. Alors, dans le schéma que vous voyez présentement, les 2 colonnes de gauche, ce sont nos femmes déjà qui étaient enceintes au moment du recrutement. Les 2, faites-vous des colonnes à droite, c'est des femmes qui avaient déjà accouché. Alors, évidemment, on avait beaucoup plus de femmes qui étaient enceintes que de femmes qui avaient accouché. Et ça, je vais vous dire, c'est vraiment... c'est vraiment à cause de l'étude. L'étude a débuté en juin 2020 avec comme critère d'inclusion que la femme devait être absolument enceinte. Et on a reçu énormément de courriels d'une manière ou d'une autre, soit par courriel directement à moi ou même avec les sites conception, pour des femmes qui venaient d'accoucher et qui se sentaient lésées par l'étude. Alors, on a dit, pas de problème. Et puis là, on a ouvert le volet
femmes ayant accouché. Alors, vous voyez, c'est une étude qui a débuté en juin 2020, mais j'appelle ça une cohorte qui est vivante parce qu'on tient compte de nos participantes et également des nouvelles questions de recherche qui peuvent s'ajouter au fil du temps. Alors, bon, c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas donné leur consentement, il y en a qui n'ont même pas rempli les questionnaires, ils étaient juste curieuses de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'étude. Et à la fin de tout ça, là, on a, et aussi il y en a beaucoup qui sont à l'international, et puis aujourd'hui, je présente les données, les résultats pour les 2574 Canadiennes enceintes au moment du recrutement et sur les 626 Canadiennes qui avaient accouché depuis mars 2020. C'est ça. Alors, le dernier petit tableau là, que vous avez en bas à droite, là, c'est que vous allez voir, ça va avoir un sens. Là, je vais vous présenter nos résultats selon les vagues, mais on voulait voir, bon, vous avez 3 vagues qui vont être décrites tout à l'heure, là, mais également les 3 colonnes que vous voyez, c'est les femmes recrutées en premier, deuxième et troisième trimestre. Alors, vous pouvez juste voir que la plupart de nos femmes conception, personnes conception, ont été recrutées durant la première vague. Là, je pense qu'il y avait un intérêt vraiment accru. Et également, durant la troisième vague, où là, il y avait des vaccins qui arrivaient. Et la plupart étaient recrutés en premier ou en troisième trimestre de grossesse. Alors, pour la santé mentale, on va parler ici de la dépression. On a utilisé l'échelle d'Édimbourg pour aller mesurer la dépression. Alors, maintenant, l'échelle d'Édimbourg, vous la connaissez probablement tous, c'est une variable, c'est une échelle qui est continue, mais on a déterminé des symptômes dépressifs sévères avec un cut-off de 13 sur l'échelle et des symptômes dépressifs modérés à sévères avec un cut-off de 9. Ce sont des cut-offs qui sont reconnus, qui ont été validés. Alors, c'est ça que l'on a utilisé. Alors, sur cette diapo-là, à gauche, c'est vraiment tout ce qui est prévalence de symptômes dépressifs sévères et à droite, ce sont des prévalences de dépression modérées à sévères, des symptômes dépressifs modérés à sévères. Alors, ça va être la même chose pour tous les autres diapos de ce genre-là. Les bâtons bleu foncé, c'est notre première cohorte. Alors, première cohorte, c'est notre cohorte de femmes qui ont accouché après mars 2020 et qui ont été recrutées après leur accouchement. Le bâton orangé, c'est notre cohorte de femmes qui est enceinte lors du recrutement. Et les 3 autres bâtons, c'est vraiment premier, deuxième, troisième trimestre. D'accord? Alors, sur le graphe de gauche, c'est vraiment les prévalences de symptômes dépressifs sévères. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les femmes qui ont accouché en temps de COVID, là, vous vous rappelez, c'est surtout en première vague qu'on a recruté. Alors, les femmes qui ont accouché en temps de tout de suite après le début de la pandémie, je devrais dire, avaient une prévalence de symptômes dépressifs sévères plus élevée que les femmes qui étaient enceintes, alors 27% par rapport à 23%. Et dépendamment du trimestre où on recrutait, il y avait un gradient. Alors, plus qu'on s'approchait de l'accouchement, plus la prévalence ou la fréquence de symptômes dépressifs sévères augmentait dans le temps. Et il y a vraiment une tendance à la hausse qui n'est pas statistiquement significative pour la dépression, les symptômes dépressifs sévères, mais qui tend à l'être. Alors, si on regarde à droite maintenant, à droite, ce que l'on voit, c'est des prévalences de symptômes dépressifs modérés à sévères. Et encore une fois, on voit les mêmes tendances. Alors, les femmes qui avaient accouché ou des femmes qui étaient plus près d'accoucher avaient des symptômes dépressifs modérés à sévères plus élevés que les autres, quoique la prévalence était quand même assez élevée.
Alors, juste pour vous mettre un peu un comparatif, lorsque, durant, je sais, j'ai vu Suzanne King là, qui assiste à la présentation aujourd'hui. Suzanne a été pionnière là, pour tout ce qui est dépression maternelle durant la crise du verglas là, en 98. Là. Alors, juste pour avoir un comparatif, au niveau de la prévalence des symptômes modérés à sévères durant la crise du verglas, c'était la moitié de ça, c'était environ 20 %. Alors, bon, quelqu'un va me dire, bien sûr, la crise du verglas, c'était pas contagieux, il y avait une fin, il y avait un début et une fin assez précise, certes, mais c'est seulement en termes de comparaison, vous voyez que l'impact de cette pandémie-là a vraiment beaucoup d'effets sur la santé, du moins pour les symptômes dépressifs de la femme enceinte. Et ça varie aussi dépendamment de où elles étaient dans leur trimestre, si elles venaient d'accoucher ou si elles étaient enceintes. Alors, le même principe ici dans cette diapo-là, à gauche, évidemment, sévère, à droite, modéré à sévère, sauf que ici, on parle d'anxiété. Alors, pour l'anxiété, pour mesurer l'anxiété, on a utilisé le Generalized Anxiety Disorders Scale à 7 items. Et pour, encore une fois, ce sont des cutoffs qui sont reconnus dans la littérature, là, mais pour déterminer la sévérité, l'anxiété maternelle sévère, le cutoff est à 15 et l'anxiété, les symptômes anxieux, je m'excuse, il faut faire attention, les symptômes anxieux modérés à sévères, le cutoff est à 10. Alors, les tendances, les trends là, pour l'anxiété sont moins claires. Je veux dire, évidemment, ça paraît gros là ici parce que, bon, notre échelle a été un petit peu rapetissée, puis il faut faire attention, là, j'ai mis ça côte à côte, mais les échelles sont pas pareilles, là, alors c'est un peu trompeur et puis je m'en excuse. Mais à peu près, là, il n'y a pas vraiment de différence entre le fait d'avoir accouché ou d'être toujours enceinte durant la pandémie ou selon les trimestres. Ça demeure pour les symptômes anxieux sévères, c'est entre 2 et 3 %, dépendamment de où on se situe là, dans nos groupes d'études. Et pour ce qui est des symptômes anxieux modérés à sévères, ça va entre 8 et 12 %. Encore une fois, il n'y a rien de statistiquement significatif. Ça ne demeure pas moins que l'anxiété et la dépression sont hautement corrélées. Là, je ne présente pas ces résultats-là aujourd'hui, mais je voulais quand même vous le mentionner. Alors ici, il y a toujours le trifecta, là, je veux dire la dépression, l'anxiété, le stress. Alors ici, c'est notre troisième variable de santé mentale. C'est le stress, on l'a mesuré sous une échelle où une échelle visuelle analogue, là, où 1 indiquait aucun stress et 10, un stress extrême. On a encore nos cohortes 1, cohorte 2, femmes ayant accouché, femmes enceintes et selon les trimestres. Là, ça ne change pas. La seule chose qui change, c'est ici, on n'a pas de prévalence, mais on a une moyenne. Hein. C'est une moyenne, c'est une échelle continue, mais qui n'avait pas de quota finalement. Alors, encore une fois, nos femmes qui avaient accouché par rapport aux femmes qui étaient encore enceintes avaient un niveau de stress moyen plus élevé et celles qui étaient sur le point d'accoucher, alors en troisième trimestre, semblaient avoir un niveau de stress plus élevé que leur père, qui était plus au début de leur grossesse. Et ça, c'était statistiquement significatif. Alors, avec tout ça, on s'est demandé, est-ce que le fait d'avoir recruté là, à divers moments dans le temps, puis il y avait des vagues, on parle beaucoup de vagues, les vagues sont surtout reliées aux restrictions qu'on imposait sur la population, évidemment. Alors, la première vague, on peut argumenter que c'était de mars à août 2020, mais pour nous, l'effet de l'étude, ça commençait en juin, parce qu'on a commencé en juin, alors juin à août 2020. La deuxième vague, on va de septembre à mars 2021, alors
la pandémie continue, les restrictions recommencent et puis le vaccin vient tout juste d'arriver en fin de deuxième vague, mais les femmes enceintes ne sont toujours pas dans la liste de femmes prioritaires. Et la troisième vague va pour nous, là, parce que bon, on a dû arrêter pour faire nos analyses, va de avril à août 2021. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, ce sont seulement parmi les femmes enceintes. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que la santé mentale, les symptômes dépressifs, et encore une fois, ici, ce ne sont pas des prévalences, c'est une moyenne. L'échelle d'Édimbourg, c'est une échelle qui est continue. Et donc, ici, c'est une moyenne avec des écarts types là, sur l'échelle d'Édimbourg. Alors, on voit que vraiment, c'est durant la deuxième vague où la pandémie était pas finie, ça recommençait à refermer, le vaccin tardait à arriver, malgré qu'il ne tardait pas, il est arrivé très, très vite, là, mais quand même, il n'était pas encore disponible, puis même quand il a été un peu plus tard, les femmes enceintes n'étaient pas sur la liste de prioritaires. Et donc, c'est vraiment la deuxième vague où les niveaux de symptômes dépressifs étaient les plus élevés. La première vague et durant la troisième vague, le niveau de symptômes dépressifs était quand même, somme toute, comparable. On regarde un peu le même type de graphe, là, mais ici, c'est pour l'anxiété. Alors, encore une fois, c'est vraiment durant la deuxième vague où les symptômes anxieux étaient les plus élevés, les plus marqués, et la première et la troisième vague étaient comparables. Et on voit encore la même tendance pour le stress. Alors, vous pouvez juste comprendre avec tout ça, là, je vous présente, c'est que l'anxiété, la dépression, le stress sont extrêmement corrélés. Je n'ai pas le temps de vous présenter mes modèles multivariés, là, mais certainement, les plus grands prédicteurs de dépression durant la grossesse, là, durant la pandémie, sont le stress maternel et l'anxiété maternelle. Alors, c'est vraiment trois conditions qui sont extrêmement interreliées et ça porte à croire qu'on s'attaque à une chose, par exemple la dépression, et ceci aura un impact sur la dépression, mais également sur l'anxiété et le stress. Alors ça, on le savait déjà, on s'en doutait, mais là, on le sait d'autant plus. Et qu'est-ce qui est important, c'est que Sylvana Côté a reçu une très belle subvention des IRST justement pour aller s'attarder à la dépression maternelle, la santé mentale maternelle durant la grossesse. Alors oui, là, je vous présente des données durant la pandémie, mais je pense que la santé mentale durant la grossesse est quelque chose qu'on doit vraiment s'attarder maintenant, peu importe s'il y a une pandémie ou pas. Là. Alors, ça m'amène à la deuxième portion de ma présentation où là, on voulait vraiment s'intéresser aux outcomes, aux issues de grossesse, aux issues périnatales associées au fait d'avoir soit une infection au SARS-CoV-2 ou un diagnostic de COVID-19 en bonne et due forme. C'est une étude que l'on fait avec nos collègues de Santé Canada, mais également avec nos collègues de la FDA et de l'EMEA. Alors, on essaie vraiment d'harmoniser notre protocole, nos analyses, parce que vous allez voir, lorsqu'on parle d'outcome périnatal, ce ne sont pas des événements qui sont fréquents, hein, c'est des événements rares pour la plupart. Et donc, je pense qu'il y a une puissance à avoir beaucoup de collaborateurs pour avoir suffisamment de nombre, là, une taille d'échantillon suffisante pour être en mesure de vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé, l'impact de la pandémie et du diagnostic de COVID-19 sur la femme enceinte, mais sur ici les issues périnatales. Alors, notre question de recherche ici était d'essayer de comprendre à l'intérieur d'une cohorte de femmes enceintes durant la pandémie, quelle est la différence dans la prévalence d'outcomes périnataux, là, stratifiée sur le fait que quelqu'un a eu un diagnostic de COVID ou a été infecté au virus et quelqu'un qui ne l'était pas. Alors, est-ce que le virus lui-même a un impact sur la prévalence de nos outcomes périnataux
périnatal. Alors ici, notre population à l'étude, là, évidemment, je me concentre sur les Canadiens, les Canadiennes. Et pour les bienfaits de l'analyse, là, on s'est arrêté, bon, ça comprend les femmes enceintes enceintes ou ayant accouché, là, de juin 2020 à octobre 2021. Les femmes qui étaient enceintes lors du recrutement devaient avoir une collection de données, là, un questionnaire rempli à 2 mois postpartum. Et les femmes qui avaient déjà accouché, mais pour elles, on avait 1 point dans le temps pour aller collecter l'information. Alors, vous allez voir ici les tableaux que je vous présente. C'est un peu différent de ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. La stratification, là, vous allez voir pour tous les tableaux, c'est vraiment infecté COVID. Là. Évidemment, c'est rapporté par la femme. Alors, puis je vais vous dire un peu ce que j'en pense aussi par la suite. Là. Alors, tout ça, c'est rapporté par la femme. Alors, pour être considéré COVID-19 positif, la femme devait rapporter soit un diagnostic de COVID-19 en bonne et due forme par un professionnel de la santé, devait rapporter une hospitalisation COVID, avec un diagnostic de COVID-19 et ou avoir eu un test positif pour la COVID, là, un SARS-CoV-2, alors avoir testé positif pour le virus. Alors, c'est un peu ça. Alors, c'est stratifié, oui, non. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence au niveau socio-démographique, suivi médical, là, à peine. Au niveau des années d'éducation, du statut d'emploi ou non, mais où il y a une différence, c'est vraiment au niveau de l'ethnicité. Alors, parmi celles qui ont eu un diagnostic positif de COVID-19, on retrouvait plus souvent plus de gens qui, évidemment, c'est toujours auto-rapporté en l'ethnicité, qui rapportaient être membres d'une communauté Première Nation, plus d'Asiatiques et plus d'Hispaniques. Alors ça, c'est un peu difficile à lire, mais je vais vous dire un peu où regarder. Alors, à gauche de la diapo, c'est vraiment tout ce qui est comorbidité maternelle. À droite, c'est vraiment l'utilisation de médicaments. Alors, pour faire une histoire courte, le plus grand déterminant pour avoir un diagnostic de COVID durant la grossesse était d'être asthmatique. Alors, les femmes enceintes asthmatiques avaient une plus grande probabilité d'avoir un diagnostic de COVID durant leur grossesse. Eh bien, au niveau des médicaments, on retrouve un peu la même chose. Les anti-asthmatiques, la même chose au niveau de la thérapie là, pour l'asthme. Les anti-asthmatiques étaient les médicaments beaucoup plus utilisés pour l'asthme, évidemment, mais qu'on retrouvait beaucoup plus parmi celles qui avaient un diagnostic de COVID. Alors, au niveau de la sévérité des symptômes, alors, on a 306 femmes qui étaient enceintes et qui ont rapporté avoir un diagnostic de COVID ou avoir testé positif là, pour la COVID. Et la plupart d'entre elles ont rapporté aucun symptôme. Et parmi celles qui ont rapporté des symptômes, les symptômes étaient plutôt légers, 21%. Alors, maintenant, je pense qu'il faut comprendre que tout est auto-rapporté ici. Hein? Alors, on est maintenant à l'étape de la validation de ce qui est rapporté. Alors, dans une autre étude, évidemment pas dans la même cohorte, dans la cohorte canadienne mère-enfant dont je suis investigatrice principale, on est en train de valider, maintenant il y a un code SIM-10 là, pour la COVID. Alors, on est en train de valider avec les codes SIM-10, mais également avec tout ce qui est test positif ou non pour la COVID, parce qu'on a également accès dans les autres provinces
accès rapidement dans les autres provinces aux données sur les tests. Alors ça, on est en train de faire ça. Moi, par expérience, je sais qu'il y a toujours il y a un bon overlap, là, pour le dire en bon français, entre le diagnostic et qu'est-ce qui est rapporté par la femme enceinte, mais il y a quand même des discordances qui peuvent être significatives parfois entre qu'est-ce que la femme rapporte et qu'est-ce qui est arrivé vraiment dans les faits. Et là, on est à l'étape où on valide les diagnostics pour être en mesure de mieux interpréter nos données sur les symptômes, la sévérité et aussi la prévalence de COVID dans notre population. Alors, au niveau des outcomes de grossesse, encore une fois, stratification, COVID positif et négatif. On voit que la plupart de nos femmes enceintes conception ont accouché d'un enfant vivant. Et spécifiquement pour les outcomes adverses de grossesse, potentiellement adverses de grossesse, donc la prématurité, le petit poids à la naissance, admission aux soins intensifs ou même malformation congénitale ou infection chez le nouveau-né, on voit qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre nos mamans qui ont eu un diagnostic positif de COVID durant la grossesse et celles qui n'en ont pas eu. Sachez par contre qu'un p-value considère toujours les tailles d'échantillons. Alors, avec les tailles d'échantillons que l'on a ici, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien qui sort statistiquement significatif, là, d'où l'importance de collaborer avec la FDA et le MEA. Mais lorsqu'on regarde les prévalences, hein, il y a peut-être seulement pour la prématurité où notre fréquence de prématurité dans notre étude est plus faible. Hein. Dans la population générale, la prévalence de prématurité est environ de 7 %. Alors ici, à 5 puis à 4 %, oui, c'est vrai que c'est plus faible que la population générale. Mais si on regarde le petit poids à la naissance, 5 %, ça équivaut à peu près à ce qu'il y a dans la population générale, ou même pour les malformations congénitales, c'est à peu près 3 %, ce qui concorde avec ce qu'on voit dans les populations de manière générale. Alors ça, c'est rassurant, mais c'est clair que là, on a beaucoup plus parce que nos mamans, pour la plupart, ont été recrutées lorsqu'elles étaient enceintes, et donc là, ben, elles commencent de plus en plus à accoucher, et donc on va être en mesure de mieux réanalyser ces données-là et de voir qu'est-ce qu'il y en a. Et la même chose pour les malformations congénitales, il n'y en a pas beaucoup, évidemment. Là, je vais juste remonter en haut. Vous voyez 8 cas de malformation congénitale rapportés par la maman. Vous allez voir, parfois, ce n'est pas toujours des malformations, là, parmi celles qui ont eu un diagnostic positif de COVID. Mais là, on a tout rapporté. C'est toujours très rapporté par la maman. Et donc, on a ça. Pour l'instant, il n'y a pas de patterns de malformation spécifiques à la COVID, là, mais sachez que toute cette cohorte-là, on va faire un linkage des données conception aux données, en fait, les données provinciales là, canadiennes. Là. Alors, chaque province a une RAMQ et un M3S, là, et à peu près 80 % de notre population conception ont accepté d'avoir leurs données jumelées aux données des grandes banques de données. Et avec ça, dans le futur, on va être capable de mieux documenter ça et puis vraiment de valider qu'est-ce qu'il y en est au niveau des malformations congénitales. Maintenant, ça m'amène à la dernière portion de ma présentation et je vais faire ça vite. J'en ai peut-être pour 5 minutes. Conception, on s'est vraiment intéressé au vaccin. Alors, évidemment, on a débuté notre étude de vaccin avec une demande d'amendement à notre comité d'éthique en mars 2021. Et ce que je vous présente, c'est jusqu'en juin 2021, mais sachez que l'étude a été soumise pour publication, nous est revenu avec une demande de révision. On est en train de refaire ça et on met à jour nos données.
Alors, mais pour aujourd'hui, il y avait 249 participants et avec bon consentement et les femmes qui ont vraiment rempli les données sur les vaccins, là, je rapporte sur 158 participantes, dont 95 avaient été vaccinées, 29 planifiaient d'être vaccinées et 29, donc 18% refusaient totalement la vaccination. Alors, les deux prochaines diapos, là, incluant celle-ci, on est allé mesurer les connaissances perçues, là, évidemment, là, des femmes par rapport à la sévérité. C'est parce que les femmes semblaient on s'inquiète. On voulait regarder deux types de connaissances. La connaissance par rapport à la sévérité de la maladie durant la grossesse et la connaissance par rapport au vaccin COVID-19 durant la grossesse. Alors ici, c'est vraiment sur la sévérité de la maladie durant la grossesse. Et les barres bleues, c'est parmi celles qui ont refusé la vaccination, et orange, celles qui prévoyaient être vaccinées, et rose, celles qui étaient déjà vaccinées. Et on voit vraiment, et ça c'est un gradient, encore une fois, là, de 0, de 1 à 5. Là. Et donc, on voit que dépendamment de la perception que l'on a sur la sévérité de la maladie durant la grossesse, ceci a un impact majeur sur le fait qu'on décide de se faire vacciner pour la COVID-19 durant la grossesse. Et on voit que, bon, les barres bleues ont tendance à être plus à gauche du graphique, tandis que les barres jaunes et orange et rose sont plus à la droite, qui déterminent, bon, bonne connaissance versus moins bonne connaissance. Et ici, c'est le même type de graphique, mais ici, c'est spécifique à la vaccination COVID. Alors, on voit que, bon, plus on a de connaissances sur l'efficacité de la vaccination de manière générale, mais pour la COVID-19 spécifiquement, plus notre connaissance augmente, plus on est prédisposé à se faire vacciner. Alors, les raisons pour ne pas se faire vacciner, alors c'est des raisons qu'on voit aussi dans la population générale. Les vaccins ont été trop rapidement développés et il nous manque de l'information sur l'efficacité et la sécurité du médicament durant la grossesse. Alors ça, c'est très surprenant parce que les vaccins COVID-19, on est chanceux parce qu'on a des données d'efficacité et d'efficacité chez la femme enceinte et de safety, là, de sécurité. Alors, il est clair que l'information n'a pas été assez bien véhiculée pour accéder à toutes les strates de la population. Et là, présentement, on a des stagiaires avec nous où on développe des interventions, 2 ou 3, je pense même que ça va jusqu'à 5. Là, Jessica, notre première auteure sur cette étude-là, pourrait nous dire encore mieux. Mais c'est vraiment plusieurs interventions où on va aller donner de l'information probante. On va commencer avec nos 29 femmes ici, là, pour voir si, en leur donnant de l'information probante, si ceci peut influencer leur choix à la vaccination. C'est à venir. Alors, très rapidement, les femmes qui avaient eu un vaccin, qui s'étaient fait vacciner pour l'influenza dans la saison précédente, étaient plus enclins à se faire vacciner ou accepter la vaccination pour la COVID. Alors, ça va toujours main dans la main, ces choses-là. Alors, évidemment, les seuls effets secondaires ou les effets secondaires majeurs qui ont été donnés là, parmi celles qui se sont fait vacciner, c'est les mêmes effets secondaires que l'on voit vraiment dans la population générale. Alors, on n'a pas vraiment trouvé d'effets secondaires spécifiques à la grossesse. Alors, ça aussi, c'est rassurant. La plupart de nos mamans ont eu des vaccins de Pfizer et de BioNTech et Moderna. Pourquoi? Parce que c'était les seuls qui étaient sur la liste des vaccins admissibles pour les femmes enceintes et la plupart ont eu une dose, mais il faut comprendre que la grossesse est quand même limitée dans le temps, là. Alors, la plupart ont eu leur deuxième dose après avoir accouché.
Alors, en grande conclusion, on peut dire que la pandémie a eu un impact majeur sur la santé mentale de la femme enceinte, a augmenté les symptômes dépressifs, anxieux et le stress de manière générale. Et ça, c'est indépendamment du fait que la maman a eu un diagnostic de COVID ou non. Ça, je n'ai pas eu le temps de présenter ces résultats-là, mais c'est vraiment indépendamment. La dépression, l'anxiété et le stress sont interreliés et c'est pour ça qu'une intervention est absolument nécessaire. 12% des femmes enceintes ont eu un diagnostic de COVID dans notre étude qui m'apparaît très élevé, alors d'où l'importance d'aller valider ces diagnostics rapportés-là. L'asthme est un diagnostic de COVID-19, encore une fois, très corrélé. Et donc, on devrait, s'il y a une intervention, cibler les mamans, les femmes enceintes asthmatiques. La plupart des symptômes de COVID étaient légers ou même inexistants. Presque toutes nos mamans ont eu des accouchements avec des bébés vivants et on n'a pas détecté de patterns de malformation. La majeure partie de nos mamans ont eu des vaccins ARN messagers, ont eu une dose. L'éducation était un des déterminants pour la vaccination et celles qui avaient eu un vaccin, une vaccination pour l'influenza dans la saison précédente étaient plus enclins à se faire vacciner. Et maintenant, il faut vraiment, on a identifié le fait que la raison pour ne pas se faire vacciner, c'est qu'il n'y avait pas assez de données de sécurité et d'efficacité. On essaie vraiment d'avoir une intervention ciblée présentement pour cette sous-population-là qu'on pourrait étendre à la population générale par la suite. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Annick, pour ce super tour d'horizon des premières données de conception. On va maintenant prendre des questions. Alors, vous pouvez, si vous voulez les poser dans le chat, vous êtes bienvenus. Sinon, vous pouvez lever la main, puis allumer votre caméra, poser votre question. Et puis, en attendant que vous formuliez vos questions, moi, j'en ai une pour toi, Annick. Parce que là, aidez-moi là, si vous voyez des mains, William. Moi, j'en vois pas pour le moment. Annick, peut-être, est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran comme ça, je vais voir tout le monde. Merci. Oui. Puis, une question que je me pose, c'est, tu sais, ta deuxième vague, là. Alors, ta deuxième vague qui se passe entre septembre et mars 2021, OK, septembre 2020, mars 2021, où tu montres qu'il y a un gradient dans les taux de score élevés à l'EPDS en fonction du trimestre. Puis tu montres, bon, ben, tu montres ça, mais tu montres aussi d'une façon générale que cette période-là, cette deuxième vague-là, les taux sont vraiment plus élevés d'anxiété, dépression. Puis là, tu étais à 20-27% pour EPDS au-dessus de 16, qui est dépression sévère, puis 35-43% pour modéré et sévère, ce qui est à peu près le double de ce qu'on voit hors pandémie, là, dans les études épidémiologiques. Non, tu sais, c'est impressionnant quand même, là. Je me demandais jusqu'à quel point tu penses qu'il y a un effet saisonnier là-dessus? Bon, alors, le 20 et le 43% là, que tu mentionnes, c'est vraiment, on n'a pas tenu compte de la vague là-dedans. C'était vraiment dans la population conception. Lorsqu'on a regardé les vagues, en fait, on n'a pas stratifié, là, on n'a pas stratifié notre score d'Édimbourg. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la moyenne. Alors, c'est un peu, les deux choses que tu viens de mentionner, c'est deux résultats, mais c'est parce que c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois que quelqu'un nous mentionne que on a fait vraiment symptômes dépressifs modérés à sévères et sévères.
dans la population générale et selon les trimestres. Et après, on a regardé les vagues. Il y a vraiment lieu de faire un mix des deux, à savoir, tu sais, par vague, regarder accoucher, non accoucher, puis les trimestres également. Je veux dire, j'ai déjà entendu ça, puis je pense que ça a plein de sens là, de le faire. On n'a pas eu le temps de le faire maintenant, là. Mais, et là, on pourrait vraiment voir, tu sais, qu'est-ce qu'il y en est. Parce que c'est sûr que, je ne sais pas, tu sais, je veux dire, dépression saisonnière, à l'extérieur de la pandémie, il y en a beaucoup plus à l'automne, puis tu sais, au début de l'hiver. Ça, je comprends ça, là. Oui, oui. Merci. Donc là, Marie Brossard-Racine. Oui, bonjour, merci. Bien, premièrement, merci beaucoup pour cette très belle présentation. C'est vraiment un dataset qui va être très riche là, pour les prochaines années, c'est sûr. Ma question concerne surtout au niveau des... Je sais que, si je me rappelle bien, il y a quelques suivis au niveau du développement de l'enfant qui est fait dans les premières années. En fait, je me demandais si... En fait, j'ai deux questions. Premièrement, je voulais savoir à plus long terme un peu si vous pensiez déjà là, prévoir faire des suivis au niveau du développement de l'enfant, parce qu'on sait que, par exemple, dans d'autres cohortes de population à risque, on sait que le stress maternel est associé avec le développement du cerveau, avec une altération du développement du cerveau là, chez les petits fœtus et les petits bébés. Puis ma deuxième question, c'est concernant si vous avez vu ou si vous avez mesuré, déjà regardé, s'il y avait une association entre les symptômes dépressifs puis l'allaitement poursuivi ou la durée de l'allaitement à faire aux enfants, et encore une fois, en lien avec le développement. Je vais commencer par la deuxième question. Non, on ne l'a pas fait, mais on a l'information. Alors, on a quand même on a une dizaine de questions là, qui se rapportent à l'allaitement. Alors, tu sais, c'est au-delà de l'allaitement, oui, non. On regarde vraiment la durée, comment est-ce que c'est exclusif et tout. Alors, oui, il y aurait lieu de faire ça, mais on ne l'a pas encore fait présentement. On a tellement récolté de variables dans l'étude conception à plusieurs points dans le temps. Je veux dire, nous, la cohorte, elle est là pour rester, d'autant plus qu'on veut la jumeler avec d'autres données encore, là. Alors, les questions de recherche, je pense que c'est un puits sans fond, là, pour être bien honnête, là, mais c'est une très bonne idée de faire ça. Pour ce qui est du développement cognitif de l'enfant, nous, on collabore avec Sarah Lippé, là, que je vois qui est là. Sarah a eu une très belle subvention des IRSC. On est vraiment chanceux parce qu'on a en conception à beaucoup de jeunes chercheurs, des chercheurs en milieu de carrière aussi, qui sont très prolifiques au niveau des subventions qu'elles vont chercher. Alors ça, c'est super pour nous. On est bien contents de ça. Et Sarah, justement, nous a permis de recontacter nos mères, nos enfants à 18 mois pour faire vraiment regarder tout ce qui est développement du cerveau, mais vraiment, toujours de manière électronique. Sauf que, alors c'est rapporté par la maman, mais il y a toujours, moi, j'essaie beaucoup, du moins à 24 mois, et puis si les restrictions de COVID peuvent partir un jour, là, en tout cas, c'est pas pour demain matin, on comprend, mais de faire des entrevues en personne avec l'enfant, vraiment standardisé pour regarder le développement cognitif de l'enfant à 24 mois, puis aussi lorsque l'enfant débutera l'école, puis à des périodes plus dans le temps, là. Alors, certainement, c'est dans les cartes. On a des mesures de développement cognitif à 18 mois avec l'ASQ qui est quand même rapporté par la mère. Mais par la suite, j'ai toujours la volonté de faire des évaluations face à face avec l'enfant, avec des outils standardisés comme le Bailey, par exemple. Merci, puis bravo pour ce beau travail. Donc, ça répondait à la question de Mylène Lapierre aussi, là, sur quel genre de données longitudinales vous allez récolter. Et il y a une question de Kathleen. Est-ce que les résultats obtenus avec la cohorte canadienne sont similaires à ceux obtenus ailleurs? Non.
J'ai pas eu le temps de présenter ça aujourd'hui parce que, bon, c'est assez intéressant. Mais, du moins pour la santé mentale, parce qu'on a plus exploré ça là, au tout début, là, les femmes enceintes canadiennes, lorsqu'on regarde les symptômes dépressifs, la moyenne là, sur l'échelle d'Édimbourg, les femmes canadiennes semblent avoir été impactées plus durement par la COVID, mais au niveau de la dépression. Mais si on regarde le stress et l'anxiété, ce n'est pas le cas. Alors, il faut vraiment, parce qu'on a vraiment catégorisé Canada, États-Unis, Europe, Asie, Afrique et tout ça. Et vraiment, le Canada, nos mamans canadiennes ont eu, on dirait qu'ils sont plus impactés par la COVID au niveau de la dépression, mais pas au niveau de l'anxiété et du stress. Et puis ça, c'est des résultats comme ça, mais je pense qu'il faut vraiment plus y penser et voir qu'est-ce qu'il y en est là. Essayer de mieux l'expliquer. Ça va être intéressant de voir parce qu'on a eu des mesures quand même assez sévères, des mesures sanitaires assez sévères au Canada. Donc, ça va être, c'est fort pertinent que Conception ait des données hors Canada aussi pour éventuellement comparer. Je sais que c'était un de tes objectifs, l'impact des mesures sanitaires sur la santé mentale. C'est une cohorte qui va permettre de faire ça aussi, on l'espère. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour votre présence et votre attention. Merci beaucoup, Annick, pour nous avoir fait découvrir ta cohorte. Puis, on a hâte de suivre les développements. Donc, bon après-midi à tous. Merci beaucoup.